Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau chapitre d'histoire, l'Europe entre Restauration et Révolution, 1815-1848. En 1815, après la défaite de Napoléon Ier, les monarchies ouvrent une période de reconstruction de l'ordre européen. Cette restauration n'est cependant pas complète, car les idées de la Révolution française se sont propagées au travers des guerres et conquêtes révolutionnaires pendant près de 20 ans. Au nom de la liberté et de l'idée de nation, de nouvelles révolutions éclatent. Comment les idées de liberté et d'État-nation s'imposent-elles progressivement en Europe, malgré la restauration monarchique? Grand 1, un nouvel ordre européen, 1814-1815. Grand A, le Congrès de Vienne, un retour en arrière. Le Congrès de Vienne est la réunion des puissances victorieuses de Napoléon Ier, de septembre 1814 à juin 1815. L'objectif affiché est de rétablir et de préserver la paix, mais en réalité, il s'agit d'effacer les traces de la domination française en Europe et de redessiner les frontières, mais aussi de rétablir les monarques sur leur trône. En effet, la France retrouve ses frontières de 1792, tandis que le royaume de Prusse et les empires de Russie et d'Autriche-Hongrie sortent renforcés. Ils forment la Sainte Alliance, et avec le Royaume-Uni, la Quadruple Alliance. B. Les avancées du Congrès de Vienne. Il s'agit de construire une paix par les traités, une paix par la diplomatie. Cette concertation permanente des grandes puissances européennes doit maintenir un équilibre entre elles et garantir la paix en Europe. C'est aussi la reconnaissance du droit international. La liberté de navigation sur le Rhin, par exemple, est reconnue et une commission centrale pour la navigation du Rhin est créée en 1815. Le principe de l'abolition universelle de la traite négrière est aussi reconnu. Effective dès 1807 au Royaume-Uni, il est adopté en 1818 par la France. 2. La restauration de la monarchie en France, 1814-1848. La chute de Napoléon permet le retour de la monarchie. Les frères de Louis XVI, Louis XVIII puis Charles X accèdent au trône. Cependant, l'héritage de la Révolution française est toujours revendiqué et la France sera marquée par deux autres révolutions en 1830 et 1848. Grand A, la Restauration, 1814-1830. La Restauration rétablit la légitimité monarchique et héréditaire et la souveraineté de droit divin. Il n'y a pas de souveraineté nationale. Le roi possède les trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. En effet, il nomme les juges, promulgue les lois et nomme librement les ministres. Les Français sont redevenus des sujets. Quelques concessions sont octroyées. Les privilèges restent abolis et l'égalité devant l'impôt, la loi et les emplois publics est maintenue. Mais ce n'est pas une égalité de droit. Les députés, élus au suffrage censitaire, représentent la nation. Ils disposent d'un droit d'adresse, c'est-à-dire de poser des questions et de faire des suggestions au souverain. La charte de 1814 propose donc un régime situé entre une monarchie absolue et une monarchie constitutionnelle. Louis XVIII applique la charte avec moins de rigueur que son frère Charles X, dont l'intransigeance déclenche la révolution de 1830, les Trois Glorieuses. À l'Assemblée, les tensions montent entre les libéraux et les républicains qui défendent l'héritage révolutionnaire et les ultras, en particulier au moment du sacre du nouveau roi à Reims en 1825. Son intransigeance met alors fin au fragile équilibre. Le 26 juillet 1830, Charles X promulgue 4 ordonnances qui limitent le pouvoir du Parlement, suppriment la liberté de la presse et modifient le mode d'élection des députés pour s'assurer la victoire électorale. Les libéraux protestent contre le retour à une monarchie autoritaire et des émeutes éclatent à Paris, qui se couvrent de barricades. Les 27, 28 et 29 juillet, Paris redevient révolutionnaire. Les combats devant le palais des Tuileries font 500 morts parmi les insurgés, mais Charles X est renversé et abdique en faveur de son petit-fils mineur, laissant la régence à Louis-Philippe. C'est de cet événement, 3 jours de révolution, les Trois Glorieuses, qu'Eugène Delacroix s'est inspiré. Le peuple en armes sur les barricades, guidé par la liberté. B. La monarchie de juillet, 1830-1848. Les députés qui rejettent la République appellent Louis-Philippe, le duc d'Orléans, et cousin de Charles X, à assurer le pouvoir. Il devient le 9 août roi des Français. Il s'inspire de la monarchie parlementaire anglaise et propose une charte rénovée qui garantit la liberté de la presse et respecte les droits du Parlement. C'est un régime plus libéral qui donne moins de pouvoir au roi et davantage à la nation. Le roi ne peut plus suspendre les lois et le Parlement peut maintenant en proposer. La souveraineté nationale est donc rétablie et le drapeau tricolore fait son retour, signe du ralliement du roi aux idéaux de 1789. Par ailleurs, le montant du cens et l'âge pour être électeur ou éligible est abaissé, ce qui élargit le corps électoral qui passe de 100 000 à 250 000 électeurs. Cette démocratisation est cependant limitée car le suffrage reste censitaire. Seuls 250 000 Français sur 33 millions peuvent voter.
Le combat contre le régime se poursuit autour de la question sociale et du sort des ouvriers. Des insurrections se multiplient, comme celle des Canuts à Lyon en 1831. Grand 3, l'Europe des révolutions et le printemps des peuples. Les progrès des idéaux révolutionnaires, liberté, égalité, nation, se mesurent aux nombreuses insurrections et tentatives de révolution qui sont menées entre 1815 et 1831. Les libéraux et les patriotes sont pourchassés et s'organisent clandestinement. Écrits, complots, manifestations maintiennent un climat révolutionnaire en Europe. Les mouvements nationaux sont nombreux mais peu réussissent. A. La guerre d'indépendance des Grecs. Les Grecs revendiquent en 1821 leur indépendance vis-à-vis de l'Empire ottoman. Les arguments sont religieux car ils sont chrétiens orthodoxes alors que les Turcs sont musulmans, ethniques car ils défendent l'identité, la culture et la langue grecque, et politiques, séduits par les idées de liberté et de nation. Le 12 janvier 1822, à Épidore, l'Assemblée des députés grecs proclame l'indépendance de la Grèce et vote une constitution. Le Péloponnèse, la Grèce centrale et la majeure partie des îles sont libérées. La Sublime Porte se reprend et, secondée par son puissant allié égyptien, inflige plusieurs revers à la rébellion grecque. C'est l'époque du massacre de Chios, peint par Delacroix. Leur lutte est un thème romantique par excellence. Les peintres comme Delacroix ou les écrivains et poètes comme Byron, Victor Hugo, Chateaubriand appellent les puissances européennes à soutenir le peuple grec, luttant pour sa liberté et son indépendance contre le tyran ottoman. C'est le philhellénisme. L'intervention européenne, en particulier lors de la bataille navale de Navarin en 1827, permet l'accession à l'indépendance en 1830 d'un État grec qui est cependant soumis à la tutelle de la Quadruple Alliance. B. La Révolution de 1830 et ses conséquences. Dans les années 1830, des aspirations libérales et nationales remettent en cause l'ordre ancien. En France, le tournant autoritaire de Charles X provoque les Trois Glorieuses et la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Les Belges catholiques se révoltent contre le roi hollandais et protestant Guillaume Ier en août 1830. L'insurrection qui éclate à Bruxelles est soutenue par les monarchies libérales de France et du Royaume-Uni et permet aux Belges de gagner leur indépendance et de se doter d'une constitution. La Belgique devient une monarchie constitutionnelle. La plupart du temps, ces mouvements libéraux et nationaux sont écrasés par les puissances conservatrices. En Pologne, les insurgés sont vaincus et réprimés durement par le pouvoir russe. En Italie, la révolte des Carbonari est réprimée par l'Autriche, qui restaure l'autorité du pape. En Allemagne également, la Prusse réprime le mouvement constitutionnaliste, en Saxe par exemple. C. 1848, le printemps des peuples. La Révolution française de 1848, parfois dénommée Révolution de février, est la troisième Révolution française, après celle de 1789 et celle de 1830. Elle se déroule à Paris du 22 au 25 février 1848. Dans un contexte de crise économique et sous l'impulsion des libéraux et des républicains qui veulent une réforme du corps électoral que le roi refuse, une partie du peuple se soulève à nouveau, parvient à prendre le contrôle de la capitale. Louis-Philippe refuse de faire tirer sur le peuple et abdique en faveur de son petit-fils, Philippe d'Orléans, le 24 février. Mais le même jour, dès 15 heures, la Deuxième République est proclamée par le poète Alphonse de Lamartine, entouré des révolutionnaires parisiens. Vers 20 heures, un gouvernement provisoire est mis en place, mettant ainsi fin à la monarchie de Juillet. Le retentissement de cette révolution est immense en Europe. Paris accueille les exilés et les réfugiés politiques et une onde révolutionnaire se diffuse. Des révolutions nationales et libérales éclatent. Le 13 mars, les étudiants viennois se révoltent et les minorités de l'Empire se soulèvent. Le chancelier Metternich démissionne. Le 18 mars, les Berlinois prennent les armes au nom de la liberté et de l'unité des Allemands. Un parlement est élu au suffrage universel et se réunit à Francfort pour rédiger une constitution. En Italie, les patriotes croient l'unité possible. À Venise, on proclame la République et les Autrichiens sont chassés de Milan. C'est le rêve de fraternité qui anime ce printemps des peuples de 1848 en Europe. L'empereur d'Autriche, le roi de Prusse et le pape en Italie concèdent des réformes et des constitutions, mais les insurgés sont divisés. L'armée autrichienne reprend la main et réprime fortement à Vienne, Prague et en Hongrie. L'empereur François-Joseph réaffirme son autorité et restaure l'ordre monarchique. Il empêche la constitution d'une petite Allemagne autour de la Prusse et dans l'impasse, le parlement de Francfort est dissous. Il intervient en Italie contre l'unité et rétablit le pape. L'ordre est rétabli, mais d'importantes avancées sont préservées comme le suffrage universel en France ou le régime parlementaire dans le Piémont. Par ailleurs, le printemps des peuples montre que les peuples sont entrés en scène, aspirant à plus de liberté et d'égalité. La politisation des masses progresse et fait naître l'idée des États-Unis d'Europe chez Victor Hugo en 1849.
Le printemps des peuples, tout comme l'ensemble de la période, sont marqués par deux mouvements contraires. D'un côté, la réaction avec la volonté d'un retour à l'ancien régime et la volonté d'effacer la Révolution française. De l'autre, la volonté de mettre en œuvre certains principes révolutionnaires et les droits de l'homme, liberté de pensée, de presse, égalité en droit, souveraineté nationale. Ce chapitre est terminé, je vous remercie et à très bientôt en classe.